gère plusieurs comptes. J'ai des comptes chez plusieurs brokers. Donc pour savoir, c'est pas simple, mais je note que j'ai fait ça chez tel broker. En septembre, j'étais devant la télé avec mon chef. J'avais commencé en juillet 2000 en bourse, donc c'était pas très loin du début. J'avais mon chef à côté de moi, un an après, et on regarde la télé, et on voit ces avions qui rentrent dans les tours. L'information circule très vite, Ouais. à tous les niveaux. Eh oui. Même les leçons de morale, t'en entends à tour de bras. Allez, à mon époque, moi j'avais les cheveux longs et j'étais un peu baba cool. Les leçons de morale, j'en avais rien à faire. Par contre, moi j'ai été élevé dans le respect du garde champêtre. Il met pas de stop, mais il protège ses positions avec une position inverse. Ils sont pas capables de te dire, je suis exposé à hauteur d'1 500 000 euros. Ouais, ils savent pas. Et quand tu leur fais calculer, ils te disent, ah bah ouais, ça fait 1,5 million. Et je dis, t'as combien sur ton compte? Ah bah j'ai 80 000 euros. Ouais. D'accord. Et voilà, C'est normal. Enfin, il n'y a pas un problème là. 40 ans maintenant que tu es dans la bourse. À quel moment tu t'es dit, ça y est, là maintenant, j'ai de l'expérience, je sens que je connais mon sujet? Tout à l'heure, je t'ai demandé depuis combien de temps tu faisais du trading. Tu m'as Ouais. dit 10 ans. Je dis, c'est le moment où tu crois savoir et que tu sais pas encore beaucoup de choses. Bonjour à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode avec Jean-Louis Cussac, que vous connaissez déjà. Donc premier épisode, on avait passé toute la partie 1980 à 2000. On s'est arrêté sur le 11 septembre et donc on va reprendre à ce niveau-là puisque on est très content, très honoré d'avoir Jean-Louis aujourd'hui avec nous, qui nous a déjà raconté beaucoup de choses et qui a encore beaucoup de secrets, beaucoup d'anecdotes à nous expliquer puisqu'il a quand même une énorme connaissance des marchés financiers depuis 1980. C'est vrai qu'avec Prince et Bass, on a appris déjà beaucoup de choses. J'espère que vous aussi. Donc Jean-Louis, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce deuxième épisode. Exercice difficile parce que entre raconter sa vie, qui n'intéresse pas forcément tout le monde, mais basé sur des anecdotes de marché, etc., c'est pas simple. On va rester dans le même esprit et on va se dire qu'on est fin de soirée autour d'une table tranquillement. Il n'y a pas de micro, il n'y a personne autour et tu te lâches et tu racontes tout ce que tu veux. Ouais. Alors, si tu veux, si ça te permet de parler plus, n'hésite pas. Mais surtout, oh non, moi il m'en faut pas beaucoup, c'est bon. Bon, tu peux y aller alors, c'est sûr, avec plaisir. Ouais. Donc on était parti sur le 11 septembre. Ouais. On s'était arrêté sur le 11 septembre la dernière fois. Et puis, voilà, donc qu'est-ce que ça avait marqué pour toi? C'est vrai que c'était un événement assez émotionnellement très fort, très très fort. Les marchés, en fait, n'ont pas hyper baissé ce jour-là. Hein. Ils avaient baissé, mais pas non plus tant que ça. Mais je me souviens, parce que, en fait, tout ce que je fais, je le note sur un cahier, d'accord ? Donc, je suis capable de reprendre tous mes cahiers depuis une éternité, et notamment, ça m'est arrivé de relire ce que j'avais écrit dans cette journée. Qu'est-ce que tu marques dans tes cahiers? Je marque toutes les opérations que je fais, parce qu'en fait, je gère plusieurs comptes. Moi, j'ai des comptes chez plusieurs brokers. Donc, pour savoir, déjà, c'est pas simple, mais je note que j'ai fait ça chez tel broker, j'ai fait cela chez un autre. Parce qu'à l'époque, le fichier Excel n'existait pas quand tu as commencé. Ouais, mais j'ai toujours ma feuille de papier. Et tu continues? Ok. Ouais. On change pas les bonnes habitudes, hein. Ça c'est important. Un stylo, un papier, c'est Donc très bien. toutes les transactions, tu les notes? Toutes. C'est bien. Je note l'ordre quand je le passe, et quand il est exécuté, je l'entoure. D'accord. Voilà. Et je note le compte en face. D'accord. Donc Pro All-Time quand c'est Pro All-Time, Bourse Direct quand c'est Bourse Direct, etc. Et donc, broker. Et alors donc ce 11 septembre, parce que je m'en souviens aussi, moi le 11 septembre, j'étais devant la télé avec mon chef. J'avais commencé en juillet 2000 en bourse, donc c'était pas très loin du début. Et j'avais mon chef à côté de moi, un an après, et on regarde la télé, et on voit ces avions qui rentrent dans les tours. La bourse n'a pas ouvert d'ailleurs aux États-Unis. C'est arrêté pendant plusieurs jours. Hein. Parce Ouais. que moi, je travaillais avec, à l'époque, Credit Suisse de Boston, je l'ai conseillé. Et le trader avec qui je travaillais, j'ai pas eu de nouvelles pendant longtemps. Il a été traumatisé d'ailleurs. Hein. Il a arrêté le trading qu'il faisait aux États-Unis. Avant, il était en Suisse. Je me souviens, ou en Angleterre, quand j'ai commencé à bosser avec lui. Il m'a demandé de continuer à travailler avec moi quand il était là-bas. Et après, il a fait de la gestion, etc. Sa vie, il m'a dit, ça l'avait vraiment changé. Après, il a fini par diriger une grande banque. Enfin, il a bien réussi. Mais c'est vrai que ça a été émotionnellement quelque chose de très violent, très très violent. Tu étais en position à ce moment-là? Oui, j'étais en position, j'étais short. Donc j'étais short parce que ça avait commencé à baisser déjà depuis un certain temps. Hein. On était à 4000, je me souviens, 4004, 4003, 4002, ça baissait. Donc...
Ouais, alors ils ont été un peu pétrifiés, quoi. On se dit, d'où on va? Enfin, en plus, c'était quand même la première fois que les États-Unis étaient attaqués sur leur sol. C'était un événement incroyable. C'était comme s'ils recevaient une bombe sur la tête, quoi. Enfin, je veux dire, C'était ça, hein. Donc c'était l'alerte générale, quoi. En plein cœur d'une ville. Énorme. Et ça avait commencé, en fait, on était avec des copains, on discutait avec des salles de marché, souvent le matin, ou dans la journée, comme ça. Et en tout cas, quand ça ouvrait aux États-Unis, quand ils se levaient à 9h, parce que ils ont attaqué vers 9h du matin, 8h30, un truc comme ça. Oui. Parce qu'en fait, je crois que c'était avant 14h. l'ouverture. Avant l'ouverture des marchés, C'était 14h30 14h en France, 14h30. C'était un peu avant, donc 6h avant. Et j'ai un copain qui m'appelle, il me dit, ouais, j'étais... à cette époque-là, j'étais donc... Enfin, à ce moment-là, il était au téléphone avec une filiale qu'ils avaient aux États-Unis, qui était dans la tour, là. Il discutait avec le trader qui l'avait appelé en lui disant, tiens, ben voilà, qu'est-ce qui se passe en Europe? Il faisait un petit point, quoi. Et tout d'un coup, il m'a dit, j'ai entendu... Oh merde, un truc comme ça. Enfin, et plus rien. Ah ouais. Plus rien. Et en fait, le gars, il devait être en fait face à la vitre, j'imagine, discuter, il a vu l'avion lui arriver en pleine tête. Quoi. Bam. Ouais. Incroyable. Ouais. Il a essayé de rappeler, bien sûr, il a pas compris. C'est après qu'il a réécouté la bande, mais au début, il a entendu un truc comme merde, un truc comme ça. Enfin, et c'était assez violent. Enfin, émotionnellement, c'est dur. Ouais. Ils sont tous morts. Enfin, ils n'étaient pas nombreux là, parce que c'était le début encore. Mais en tout cas, le gars, il est mort. Lui, Première tour, c'était la première tour. Ouais, c'était assez violent. Parce que là, tu savais pas. Bon, très vite, après, nous, on regardait la télé, hein, souvent. Il y avait Chronobourse à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens de Chronobourse. Oui, ouais, tout à fait. C'était aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte sur l'information et tout. Moi, je travaillais avec des systèmes. À l'époque, ça avait quand même pas mal évolué, Trader Force. On travaillait beaucoup avec Trader Force, qui avait été créé par un gars qui avait commencé chez moi, et qui était très brillant d'ailleurs. Bon, enfin, toujours est-il que c'était très, très violent à l'époque, et ouais, ça a marqué. De toute façon, ça a marqué aussi la politique de sécurité à venir. Hein. Enfin, vous avez vu. Ça a changé le monde. Tout a changé. Le monde a changé. Ouais, tout à fait. Donc 2001, 2002, 2003, c'est très difficile en bourse. 2001, mars 2001, tu as fait la... Donc on a le crack. Ouais, les marchés se sont effondrés. Et en juin 2003, je fais une de mes premières télés, parce que ça a commencé, avec Sébastien Corchia d'ailleurs, qui est devenu patron de la gestion maintenant. On le voit souvent sur BFM, Sébastien Corchia. Donc c'était sur LCI ou TF1, enfin c'était un truc LCI peut-être, ou... c'est une émission de finance, et le gars il me dit, bon, tout a baissé, ça baisse. Je dis oui, ça commence à s'améliorer quand même, et je déclenche un signal d'achat au-dessus de 3000, je lui dis 3095, un truc comme ça, enfin, je lui donne un chiffre, le gars était assez étonné, il dit, ah bon, alors vous, moi c'est précis. Et donc, au mois de juin, le signal s'est déclenché, j'ai acheté gros, et l'année a été 2003, donc c'était 2003, ça a été magnifique. Magnifique. Belle année de hausse. Et là, j'ai gagné à l'achat. Je n'ai pas gagné qu'à la vente. Parce qu'on voit que la plupart de tes gros coups, c'était sur des shorts. Eh ben ouais, voilà. Alors, oui. On l'a vu dans le premier épisode, violent, notamment. C'est rapide, Ouais. donc ça marque. L'achat, ça marque moins, parce que c'est beaucoup plus... Il y a moins d'émotionnel. Vous savez, on dit qu'un marché, quand il monte comme ça, et quand il est en haut, enfin, c'est pas on dit, c'est que je dis que il met un certain temps pour rebaisser. S'il met 50 jours pour rebaisser, ou 30 jours pour rebaisser, quand il est en bas, il met la moitié pour remonter. Il est beaucoup plus violent dans le rebond. C'est normal. Après une baisse. Une baisse importante. L'inversion de tendance en point bas est 2 fois plus rapide qu'en point haut, en fait, souvent. D'accord. Et dans la descente, ça va beaucoup plus vite que dans la montée, à cause du stress. Donc c'est vrai qu'on fait des coups, et on a l'impression, en dehors des options, là, que j'avais fait des primes, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus violent, et donc c'est agréable. Parce que le joueur, quel qu'il soit, je ne suis pas joueur moi, je suis joueur d'échecs, mais le casino, j'y vais pas,
Et pourtant, la bourse, l'évolution d'un prix, c'est aléatoire. À la Ouais, base. c'est aléatoire, mais il y a une étude qui se fait. Enfin, je veux dire, quand tu es au casino, c'est vraiment beaucoup plus le jeu. C'est Alors que aléatoire quand complet. tu es dans des l'émotion, paris hein. spéculatifs, C'est l'émotion qui va te guider. c'est quand même, les paris spéculatifs, Non, c'est mais quand même il y a un la mise en travail. place d'une tendance qui fait que tu peux avoir des probabilités de réussite plus importantes. Mais au départ, dans l'analyse purement statistique d'une situation, et notamment pour l'établissement des prix des options, c'est un mouvement brownien, c'est un mouvement aléatoire, c'est un mouvement après qui s'étudie évidemment en fonction des cartes types. Enfin, mais c'est aléatoire, quelque part. Au départ, c'est aléatoire. En tout cas, quand tu établis un prix, tu considères que le marché a autant de chances de monter que de baisser. Tu fais beaucoup d'options, toi, d'ailleurs. Ouais. Donc. Alors, j'ai fait un coup de bourse quand même. Et donc, quand les gens venaient dans mon bureau dans les années 80, même, je l'ai gardé même au début des années 2000, hein, il y avait une bouteille de... Enfin, il y avait un tableau, mais j'avais découpé, mais c'était symbolique. Hein, et j'avais mis une bouteille de Perrier. Parce que j'ai fait des opérations dans les années 80, 5, 6, 7, ouais, où j'ai fait 2 coups, et le troisième, je ne l'ai pas pu le faire, sur Perrier. En fait, je commençais, peut-être le premier sur 85, 86, ouais, il s'appelait Jacques. Et donc, j'achetais des primes, j'étais déjà assez gros, mais pas aussi gros que je l'étais après. Parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment très gros. J'étais le plus gros en France, de toute façon, c'est pas compliqué. Sur les primes... c'était statistique, hein, il n'y avait pas de discussion possible, puisque j'ai même été interrogé par la brigade financière pour presque, entre guillemets, infraction au monopole des agents de change. J'en faisais tellement, ils disaient, mais c'est toi qui négocie, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il m'avait posé pas mal de questions. Mais bon, c'est bien passé, à chaque fois c'est bien passé. J'ai toujours eu la chance de rencontrer des gens bien à tous les niveaux de ce que je disais tout à l'heure. Fisc, que des gens chiants parfois, mais bien, corrects, jamais eu de problème. Et chez les flics, pareil. Voilà. C'est vrai, c'est peut-être de la chance, mais bon, j'ai eu de la chance. En tout cas, je suis tombé sur des gens corrects. Et donc, sur Perrier, j'avais acheté des primes. Alors, les primes, tu disais à ton commis, vas-y, achète. Mais j'étais assez gros quand même. Mais le mec en face, il te regarde, il fait j'ai. Quantité de j'ai, tu n'annonces pas de quantité, ça veut dire que voilà, quelle que soit la quantité, je te sers. D'accord. Alors, je dis à mon commis, achète-en 1000. Puis je fais, ok. Alors, je dis, bon, 1000 de plus. Le gars, il fait 1000 de plus. Hein. Bon. Puis le lendemain, je refais un petit peu, ça, j'ai établi. Ok. Et là, le gars, il vient me voir, il me dit, mon petit gars, parce que j'étais jeune, j'avais 25, 26, il me dit, Jacques, je me souviens même de son nom de famille, il me dit, tu sais qui je suis? Alors, je dis, non. Bah, il me dit, tu connais Perrier? Bah, c'est puisque t'en achètes. Bah, j'ai oui, un peu, mais j'ai une idée. Il me dit, mais c'est à quoi comme idée? Parce que c'est bizarre et tout. Bon. Alors, il me dit, moi, je suis celui qui gère, je gère les actifs Perrier de la famille Leven. Et donc, il travaillait pour la charge Leven. Ouais, tu vois, c'était pas n'importe qui. Donc, il avait en effet des Perrier, il pouvait m'en taper autant que je voulais. Et bon, je fais un coup. J'ai réussi mon coup. Je gagne pas mal d'argent, mais bon, pour lui, c'était anecdotique. Mais pour moi, c'était pas mal. 1 an et demi passe, 2 ans, et là, il y a Jacques en face, il y a mon commis, Jacques fait « j'ai », enfin, mon commis fait « je prends », Jacques fait « j'ai », et mon commis, il dit pas « j'en prends 5000 ou 2 », il dit « Jacques, je prends ». Et Jacques, il regarde le commis, ça va vite tout ça, hein, ça se fait pas en 2 secondes, mais... Et là, il doit se dire, il se fout de ma gueule, lui. Alors, puis il me voit, 10 000. Alors, mon commis, il dit, tu les prends? Ouais. Mais 10 000 de plus, si vous voulez, je lui dis. Putain, il me sert 10 000 de plus. C'était un peu... Ça commence à faire des montants importants. Oui, mais c'était... Non, mais bon, je sais plus combien les quantités exactes. Mais c'était surtout un petit peu... Ouais, tu joues un peu les gros bras, quoi, quelque part. Là. Il y avait une relation un peu drôle en même temps, mais vous allez voir, c'était... Et bon, très bien. Et là, je fais un coup énorme. Là, je fais vraiment un coup énorme. Vraiment énorme. Ok. Ah, vraiment, ça se fait pas en 15... Ça se fait, encore une fois, hein, ça a mis du temps. Ouais, non, mais ça s'est fait sur 15 jours, 1 mois. Mais là, je fais vraiment un très bon coup, là. Je gagne beaucoup d'argent. À cette époque-là, pour moi, c'était vraiment beaucoup d'argent.
Mais c'était basé sur quoi J'ai toujours été raisonnable. Quand je disais que je jouais très gros, c'était disperser mon risque, attention. Hein. Ouais. Je ne mettais pas 5 fois, 10 fois la mise sur une seule valeur. Vous voyez, donc... mais là, j'avais des moyens assez importants, quand même beaucoup plus importants. Bon, enfin, toujours, ça se passe bien. Et 2 ans passent encore. Et là, il y a Jacques, il y a mon commis qui lui dit « je prends », et Jacques le regarde, lui fait « non ». Et là, Jacques vient me voir, il me prend par le cou comme ça, il me dit « bon, je vais pas te les donner, mais qu'est-ce que tu sais ?» Et je lui dis « Jacques, j'ai une idée, je pense qu'il va y avoir une OPA, j'ai le sentiment que, je sais pas, j'ai envie de entendre des bruits, des machins, toujours des trucs. » Il me dit « bon, je vais essayer de t'aider à les avoir », qu'il me fait, mais moi je te les donne pas. Ah, mais c'était un peu drôle, ça c'était extraordinaire même. C'était quand même des personnages. Moi j'étais un petit jeune. C'est des relations humaines. Très fortes. Ouais. Et très respectueuses. Et moi je respectais le fait que c'était un ancien qui avait. Enfin, moi j'étais un rigolo, quoi. Et il a essayé de m'aider, mais. Et il y a eu quelques temps après, alors l'OPA, elle aurait pu avoir lieu, mais le Perrier s'est envolé en définitive. Perrier s'est envolé. Alors, j'en avais acheté un peu quand même, mais les primes, c'était autre chose. Et juste, il n'y a pas eu d'OPA, il y a eu la crise, il y a eu le benzène dans le Perrier. Ah. Moi, j'avais vendu juste avant. Waouh. Mais t'as du pif, en fait. Mais non, ça, c'est du bol. Je pense aussi, quelque part. ouais. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle allait avoir du benzène. Mon copain... Ou c'est pas toi qui l'as mis? Non, mais j'avais un copain, qui, ne vous inquiétez pas pour lui, il a été riche par la suite. Vraiment riche. Il s'est ruiné, il est reparti à zéro, à la cave, mais c'était quelqu'un qui avait la niaque aussi. Il a perdu une fortune sur le coup du benzène. Parce que l'OPA a eu lieu plus tard. D'accord, mais Est-ce que ça a d'abord... été organisé, j'en sais rien. Mais Perrier, ça a été beaucoup d'émotions. Beaucoup de bulles. En nous parlant de toutes ces valeurs, t'as jamais acheté des valeurs comme Warren Buffett, de les garder pendant 20-30 ans? Mais non. Mais j'aurais dû acheter de l'air liquide. Bah oui. Quand t'as 25 ans, qu'est-ce que tu vas acheter de l'air liquide et puis le laisser porter? Tu fais pas, tu penses pas. Tu dis. Non, mais t'aurais pu Est-ce que je pensais à ma retraite? Tu pensais pas. Moi, à un moment donné, je gagnais pas d'argent, je me payais pas, je m'inscrivais pas au chômage, je n'ai jamais rien fait pour... j'ai jamais été en arrêt de maladie de ma vie, j'ai toujours payé, mais j'ai jamais fait... Non, mais je veux dire, t'aurais pu avoir un portefeuille spéculatif où t'étais plutôt au jour le jour et un autre portefeuille Mais que tu gardes. même pas. Ouais, tu pensais pas en fait. À la limite, aujourd'hui, j'y pense depuis longtemps, mais à la limite, si j'étais jeune aujourd'hui, peut-être que je serais un jeune vieux. Ouais, mais Je l'information... trouve que vous avez, pour beaucoup de jeunes, des mentalités de vieux, quoi. Parce que l'information Vraiment. circule Alors, moi, plus je vite trouve, hein. aujourd'hui. Bah, déjà, si tu dis que je suis jeune, ça me fait plaisir. Ouais. Mais parlez pas de toi, là. En effet, non, mais tu as raison aussi, l'information circule très vite, Ouais. à tous les niveaux. Eh oui. Même les leçons de morale, t'en entends à tour de bras. Allez, à mon époque, moi j'avais les cheveux longs et j'étais un peu babacool. Si t'as une photo, ça Ouais, nous intéresse. tu l'as vu, hein. Ouais. Les leçons de morale, j'en avais rien à faire. Par contre, moi j'ai été élevé dans le respect du garde champêtre, parce que moi, jamais, tu vois, j'habite à la campagne, etc. Tu vois, franchement, j'ai toujours été clean, quoi. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour être clean, et même si je n'ai pas toujours été récompensé, mais voilà, j'ai toujours. Ouais, été- en tout cas, tu peux te regarder dans la glace. Ouais, ça sans problème. Donc tu penses pas quand t'es jeune à mettre de l'argent comme ça de côté. Déjà que j'ai réussi à... Enfin, pour moi, c'était naturel à me dire, bah, je vais m'acheter un appart, ou en tout cas une partie, et puis j'en prends. Oui, parce que t'as mis du patrimoine de côté, t'as acheté un restaurant, tu nous l'avais dit dans le premier épisode. Ouais. Enfin, je l'ai reconnu aussi, hein, pour payer aussi. Oui. Mais Par exemple, l'appartement... quand en 89, j'achète mon deuxième appart, arrive le crack de 90, 91, là, les problèmes qu'on avait eu en même temps à l'époque, bah, j'ai revendu le premier, hein, alors que je comptais le garder. Ouais, mais si tu l'avais pas eu, t'aurais pas pu t'en sortir. Ou tu t'en sortirais moins bien. Oh si, je m'en suis sorti, mais j'avais besoin, pour moi c'était un apport de liquidité pour remettre au pot, quoi, C'est ça. pour redémarrer. En fait, si vous voulez, je crois que ce qui fait peut-être une force pour un trader, c'est que j'ai toujours été persuadé qu'à la fin j'allais gagner. J'ai jamais douté de cela. D'accord. Donc j'ai vécu des moments tellement difficiles que... Et je m'en suis sorti, mais j'ai toujours pensé qu'à la fin, je gagnerais.
J'ai toujours eu ce sentiment. J'ai jamais pensé à la défaite en bourse. À la défaite temporaire, bien évidemment, force était pour moi de constater que je perdais, mais j'ai toujours gardé espoir que il n'y a pas de raison. Je me disais toujours, si je suis sérieux à faire ce que je dis, je gagnerai. Si je commence à m'amuser, ok. Mais la part d'amusement, c'est humain. Voilà, C'est-à-dire qu'à un moment donné, après, tu as des moyens où tu réfléchis, comment évacuer le fantasme. Si tu veux, par exemple, tu as envie de shorter un marché parce qu'il est au plus haut, tu achètes un put, quoi. Une époque, on se posait pas de questions. Ouais, on vendait à découvert et puis on attendait que ça sèche. Mais le problème, c'est que quand ça continuait de monter, t'étais pas bien, quoi. Ouais. Bon, alors on se bat. Alors par contre, je réagissais en permanence. C'est-à-dire que j'étais pas dans le bon sens, je travaillais contre. Bam. Enfin, à la fin de la journée, je reprenais ma position, mais sinon, dans la journée, j'envoyais dans l'autre sens. D'accord. Ah, ça, Tu te couvrais, tu faisais attention à tes risques en fait. c'est même plus une couverture, c'est que j'achetais, je vendais, alors que j'étais short. Ouais. Mais pour payer le fait que le marché montait. En fait, ça. tu gardais ta position Voilà, de fond, et de l'autre côté, tu travaillais. bam. Ce que tu fais un Je peu pouvais être encore. vendeur sur un compte et Ouais, puis sur l'autre, comme ça, je faisais pas gaffe. Et là, je faisais de l'intraday à fond à l'achat parce que ça continuait de monter, quoi. Mais là, donc, Mais bon, j'étais pas toujours ça. Aujourd'hui, je suis plus sage là-dessus aussi, tu vois. est-ce que c'est ce que tu fais un petit peu aujourd'hui avec une partie. Parce que c'est vrai que les marchés, donc là on a vu 1980-2000 avec le début de l'électronique, mais là depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, donc les choses ont changé. Les grands événements, avec, c'est la des crise des logiciels. subprimes. Non, mais aussi la crise des subprimes en bourse. Ouais. Moi, j'ai vécu un peu l'histoire du film, là. Big Short. Ouais, non, mais Margin Call. Ouais. Parce que j'étais appelé en marge pendant assez longtemps. Moi, j'ai commencé à... Justement, avec mon pote Eric, à l'époque, on parlait des subprimes, on n'en parlait pas beaucoup. Moi, j'ai shorté le marché, c'était en 2006. Déjà. Ah ouais. Juste un peu avant. Tu tentais des shorts. Ouais, j'étais même gros. J'avais commencé à vendre. Puis à un moment donné, il y avait un signal, j'ai vendu. Bon, ok. Ça, c'était vers 5400 cassés, je me souviens. 5400 cassés, boum. Il y avait des clients qui faisaient des trucs, machin. Je leur dis, si vous sortez pas maintenant, me dites pas que c'est de ma faute, pas de ma faute. C'est si vous vendez pas, arrêtez le trading, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un signal. Bon, après, chacun prend ses responsabilités. Et il y en avait un, il m'a dit, ouais, merci de m'avoir dit ça, parce que comme ça, j'arrête le trading, parce que je suis pas capable de... Mentalement, j'ai pas le mental. Je suis c'est bien, t'as peut-être pas le mental, mais tu as la force de le reconnaître et tu as la force d'arrêter. Tu restes pas dans l'espoir de changer, parce que manifestement, tu as essayé, tu n'y arrives pas. C'est pas une tare, hein. Tu es bon en musique, fais de la musique. Bien sûr, Moi, bien sûr. Et donc, ouais, là, la période là où j'ai gagné beaucoup, c'est 2006, parce qu'il y a eu, quand il y a eu l'histoire Kerviel en 2007, j'étais short, là. Je crois que c'était en janvier, non, enfin début de janvier. Janvier 2008. 2007. Ouais, c'était 2007 au début. Ouais, Kerviel, je crois que c'était 2007. l'histoire. C'était 2007. essai 2007 HSBC qui commençait à avoir des problèmes. Je crois que c'était en 2008. Décembre On 2007, il vérifiera. gagne et janvier 2008, ça commence à descendre. Ouais, C'est là où il mais fait n'importe quoi. Kerviel, c'est 5004 le marché. Bon, enfin, par contre, ouais, je me souviens du prix, tu vois, c'est Ouais. sûr. Il y a eu une échéance exceptionnelle. C'est le septembre 2008. J'étais short. C'est une histoire de fou. C'est bien, c'est que quand il nous raconte un secret, il parle doucement, tu sais. Une histoire de fou. Le marché, il part de 3009, il monte à 4003 le jour de l'échéance. Il y a un contre-pied. Les mecs, ils étaient à l'agonie. Le soir encore, ils n'avaient pas matché les positions et tout ça. C'est une histoire de dingue. Le marché avait beaucoup baissé et il était passé dans la journée. J'étais au salon de l'analyse technique parce que je disais toujours à André, mais c'est pénible, tu fais toujours ton salon le jour de l'échéance. Alors, du coup, il l'a changé depuis. C'est pour ça qu'il l'a changé. Et parce que moi, je lui dis, ça me perturbe. Et je me souviens, je sortais là, du marché à 4003, et le matin, on était à 3900 et quelques. Il a pris 10%. Ce jour-là, donc c'était le 19 septembre 2008, quelques jours avant l'effondrement du système bancaire, en octobre. Les bancaires en France gagnaient 25%. BNP, SocGen, c'était plus 25%. Vous pouvez le vérifier, hein. C'était plus 25%. Incroyable. Donc quand tu as vécu des trucs comme ça, dans le sens ou dans l'autre, hein, tu te dis, marché,
il est quand même pas très... Ouais, un truc qui Il est pas rationnel. Il est pas rationnel. Hmm. Il te renvoie pas une image de l'économie réelle. Plus 25, et puis quelques jours plus tard, ça valait 0. Quoi. Bah, les banques, le système valait 0. Hein, si les Américains n'avaient pas financé AIG et compagnie, AIG ne pouvait pas payer les 10 milliards qu'ils devaient à la SocGen, les 11 milliards qu'ils devaient à la BNP, les 10 milliards qu'ils devaient à la Deutsche Bank, etc. Quoi. C'était quand même tout un système qui sur le plan effet domino, c'était catastrophique. Donc, et moi, dans ces périodes-là, où il y a une forte vol, un peu de la folie, là, je gagne gros en général. Ouais, c'est tes meilleurs... c'est là où tu es bon, en fait. C'est là où tu excelles dans ce que tu fais. Ouais. Et t'as Par contre, j'ai pas été bon pendant la crise du Covid. Je crois que dans cette crise... Elle est allée trop vite, non? J'ai gagné beaucoup d'argent au départ. Ouais. On a tous été sorti, hein, mais à un moment donné, dans les extrêmes, je commence à acheter. D'accord. Je vends toujours à découvert, c'est oui, mais je commence à acheter. Mais au comptant, hein, zéro effet de levier. Hein. Ah bah tu peux pas, c'est contre le marché un peu quand même. Mais je pensais pas qu'il irait si bas, premièrement. Et puis je crois qu'on était traumatisés par l'ambiance qui était distillée. Ouais, c'est lourd par de le tout s'enfermer. Tout ça a été très perturbant. Tous les jours à la télé, le nombre de morts. Je te coupe. Quand tu commences à acheter, que tu vois, donc justement, crise Covid, ça baisse, parce qu'il y a eu une baisse qui était hallucinante. À quel moment, toi, tu te dis, je vais acheter? Il y a des signaux qui font dire ça, ou c'est plutôt sur... très discrétionnaire. D'accord. Arrivé à 4000, toi, 4002, 4003, tu te dis, attends, c'est bon, quoi. Ouais. Le problème, c'est qu'on va chercher 3007. D'accord. Donc toi, 4002, 4003, tu commences un petit peu à rentrer. Bah oui, il y a des trucs... bon. Et tu gardes tes positions ou tu les coupes, ou comment tu gères le... Bah après, en intraday, j'essaye de gérer des écarts. D'accord. Mais contre ma position que je suis en train de prendre. Ouais. Donc ta position, toujours pareil, tu la gardes. Ouais. Et de l'autre côté, tu gères pour payer en fait ta perte. Ouais. Parce qu'en fait, toi, tu mets pas de stop. Bah, les stops, c'est les options. C'est ça. Mais stops, personne ne met de stop. Sur les professionnels qui met des stops. Je plaisante, c'est un peu, ça provoque. Mais en fait, en même temps, si vous voulez, dans des gestions, ce que j'ai expliqué, souvent, je vois les gens, ils disent, j'achète un titre, je sais pas moi, Genfit, un peu spéculatif. Ouais. Je mets un stop tu là. parles de Genfit, en ce moment, il marche bien. Ah ben, j'ai fait là, c'est chaud pour moi, là. C'est bien, je suis content. Pour ceux qui regardent l'émission, ils ont un petit tuyau en plus. Non, mais ils vont gagner de l'argent en plus. C'est une reco qu'on avait proposée. Et moi, j'avais bien dit, j'en mets en portefeuille, je les mets de côté. Ça valait 3 balles, ça vaut 4,98. Il a une belle configuration. Très belle configuration. Non, mais bon, je bouge pas, quoi. Moi, je te connais, je sais comment tu gères un petit peu, et c'est vrai que tu mets pas de stop. Donc, c'était sujet. Non, mais parce qu'en général, c'est fait, dans les gestionnaires, ils mettent pas de stop. Parce que moi, je fais de la taille quand même, donc je mets un stop et je défonce tout. On est d'accord. Donc, c'est pas possible. D'abord, le stop, il n'est pas sûr D'abord, premièrement, il est jamais sûr d'être exécuté. Il faut partir de ce principe-là. Donc, un stop, ça ne garantit pas d'une manière certaine le fait que tu puisses t'en sortir. Donc, de toute façon, mettre des stops à tout près sur des quantités très importantes, c'est pas possible. Sur les grosses quantités, c'est important. Enfin, c'est pas possible. Mais juste pour nos auditeurs, juste pour rappeler, il met pas de stop, mais il protège ses positions avec une position inverse. Voilà. Non, c'est pas à l'instant T. Je peux être acheteur et puis j'attends. Il n'y a pas de stop. Mais là, c'est au comptant. Il n'y a pas de levier. Il peut y avoir un effet de levier de 2 sur un indice, c'est pas grave. Ouais, sur un indice, ça va. Mais j'ai le temps d'intervenir 9 fois sur 10, c'est parce que je suis derrière l'écran tout le temps. Donc, sinon, oui, je vais mettre un stop qui va être adapté et loin. C'est pas un stop qui va être tout près. Par exemple, là, si j'achète du CAC aujourd'hui à 7009, ça fait un bout de temps que je suis warning un peu allumé, donc j'attends. Mais j'ai un stop à 7770, je ne veux pas le mettre, mais je sais qu'à partir de là, je vais réattaquer à la vente. Mais ce que j'ai déjà fait, comme j'avais une alerte sous 7990, j'avais acheté des puts 8000 il y a quelques temps. En fait, je suis passé par l'Eurostox. Je prends l'équivalent Eurostox. Je fais plus l'option CAC, c'est plus possible. Il n'y a pas de volume. Donc je fais de l'Eurostox. Je fais un peu de futur comme sur le CAC, mais les options, je fais de l'Eurostox. D'accord. Sachant que le CAC... Comment tu t'es adapté au changement du marché? Parce que on a, pour revenir un peu sur le thème de l'émission, on a fait 1980-2000 sur le premier épisode, donc on a vu la partie pratique humaine. La grande révolution a commencé dans les années 89. Ouais, mais là, depuis aujourd'hui, les choses ont complètement changé. On a des options 0D to expire, on a des turbos, on a des options.
Mais ce que je parle, c'est que ça va beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui t'a marqué aujourd'hui ? Le grand changement, c'est 98, quand tout se passe en électronique, les dérivés, les futurs. Ça, c'est un grand changement. Puisqu'à partir du moment où les dérivés, le futur passe en électronique, les algos peuvent intervenir. Et les algos, ils ont progressivement monté. Pour faire l'arbitrage. Ouais. Alors au début, c'était un peu nul, mais après, très vite, ils ont pris de la puissance. On a vu, à partir des années 2000, il y a eu une explosion de l'arbitrage. 70% des transactions du CAC, quand vous voyez les 3 milliards, il y a 2 milliards, c'est l'arbitrage. C'est l'arbitrage. C'est fou. Tu te demandes qui intervient, quoi. Donc c'est vrai que la gestion passive, elle est quand même... Et comment tu t'adaptes, toi, là-dedans ? Parce que quand tu arrives de la vieille école, avec un état d'esprit qui n'est pas du tout le même, une façon de procéder qui n'est pas du tout la même... Parce que j'imagine des gens de ton époque, ils ont complètement arrêté. Il y a des gens, ils ne sont pas mis à l'électronique. Ils ont dû se dire... Non, mais ils ont arrêté en général pour différentes raisons. Certains ont fait fortune, peut-être. D'autres, ça les ennuyait. D'autres ont tout perdu. J'en sais rien. Il y a tout des cas possibles. Moi, c'est un plaisir de le faire, donc je continue. Est-ce que les marchés vont plus vite aujourd'hui ? Bien sûr. Le problème, c'est ça aussi. Enfin, ce problème... Il faut s'y adapter. Moi, si vous voulez, l'évolution, elle se fait lentement. Donc, tu t'adaptes. Maintenant, si je disparaissais aujourd'hui du marché, là, et que je reprenais dans 10 ans, là, c'est compliqué. Je serais un peu perturbé. Mais en fait, moi, l'évolution, bien sûr qu'elle est énorme, parce qu'entre 1985, on va dire 87, et même 2000, il y a eu plus de changements que pendant les 100 ans précédents, pratiquement. D'accord. Donc, le fait d'avoir vu comment les fonctionnements, les back-office, les machins, les trucs, ça crée une culture bourse, une compréhension de l'évolution. C'est-à-dire que petit à petit, tu sais pourquoi on évolue comme ça. Par exemple, la séparation des métiers avec la perte du monopole des agents de change, les banques qui sont rentrées, cette séparation entre le conservateur, celui qui va conserver tes titres, celui qui va conserver ton cash, le broker qui va exécuter l'ordre. Tous ces métiers qu'on a séparés, c'est pour éviter de prendre les titres de jouer avec, quoi. Il y a eu des scandales sur tout ce qui est... les gars, dans leur portefeuille, les titres avaient disparu parce qu'ils avaient été donnés à d'autres. C'est comme ça que certains agents de change ont déposé le bilan, quoi. Les titres avaient disparu, les mecs ils avaient vendu les titres sans que le client. C'était un jeu d'écriture. Lui il avait son compte mais il n'y avait plus rien. Bon, enfin ça c'est une parenthèse. Donc il y a eu la sécurité a évolué très nettement d'une manière favorable pour le client final, quoi, c'est sûr. Et donc l'électronique ça n'a pas été un problème pour toi ça n'a pas été un problème. Quand tu arrives de l'ancienne école, Non. Est-ce que tu trouves que c'est bien aujourd'hui le fait qu'aujourd'hui on a des systèmes pour des particuliers qui sont comme des systèmes de salle de marché, quoi. Je veux dire, est-ce que l'actualité est différente ? Les infos, je trouve qu'on les trouve partout sur Internet. Sauf qu'on les a tout de suite, en même temps. Voilà, c'est ça, on les a tous en même temps. C'est la violence, et ça explique la violence des réactions. C'est ça. Les stations de trading, quel que soit le courtier qu'on a, sont quand même très évoluées. Ça n'a plus rien à voir avec les années 80, il fallait se déplacer. Donc, de toute façon, c'est ce que je vous ai dit. L'accessibilité est très facilitée. Maintenant, la difficulté du trading, d'une manière ou d'une autre, à l'ancienne... il fallait se déplacer. Aujourd'hui, il est toujours difficile de gagner de l'argent. Mais il y a toujours un gap, je trouve, aujourd'hui, quand même, entre ce que les particuliers ils ont et les professionnels, ce qu'ils ont. Disons qu'aujourd'hui, ils utilisent quand même, il y a de plus en plus de comptes, en fait, qui ne connaissent pas grand-chose à la bourse. Oui, qui ne connaissent pas du tout, mais qui créent des algos, qui vont créer il y a des IA qui interviennent, etc. Donc, c'est pas grave, tu les laisses faire. Non, je ne dis pas que c'est grave, parce que il faut s'adapter. Ça reste la base. Je veux dire, il reste quand même à avoir, du coup, une certaine avance sur nous. Tu vois, parce qu'eux, ils ne se basent pas sur les mêmes faits. Alors, là où tu ne peux plus gagner d'argent, comme on l'a fait à une époque, pas trop moi, mais un copain qui s'appelle Eric, c'était sur l'arbitrage. Oui. L'arbitrage entre, par exemple, Paris, Francfort, Londres, etc. Ou quand une valeur cotait... comme on a eu de l'arbitrage sur le Bitcoin jusqu'à quelques années, et aujourd'hui, c'est plus possible parce que le Bitcoin est sur plusieurs bourses différentes et il cote le même prix. Mais quasi le prix. Mais il y a une époque, il y avait des grosses différences. Ouais. Mais il y a des cryptos, je crois, où il y a encore de l'arbitrage à faire. Oui, il y a encore de l'arbitrage, tout ça. Là, en l'occurrence, à une époque, ce copain-là, en arbitrant, il gagnait entre 20 et 50 000 par jour. C'était incroyable, incroyable. C'est phénoménal. Sachant que l'arbitrage, il n'y a pas vraiment de risque, en fait. Ouais. C'est le principal. C'était impressionnant ce qu'il faisait. Mais bon, moi,
J'aimais pas ça. Alors moi, c'est vrai que j'étais couillon peut-être, hein. Je jouais plutôt le directionnel, les actions, les machins et tout. Les indices, j'ai toujours été dans la recherche de la direction, la quête du Graal, comme Perceval. Mais c'est ça. Hein. Ça vient de là, Perceval Finance ? Ouais, la quête du Graal. Sachant que, entre parenthèses, quand même, la bourse n'est pas une science exacte, qu'il n'y a pas de méthode miracle. Non, c'est que des probabilités. Ouais, on te fait dire combien de fois que tu as dit qu'il y avait une méthode miracle, mais tu n'as jamais dit ça. Tu as dit que c'était facile pour gagner de l'argent. Non, j'ai jamais dit que c'était facile, c'est difficile de gagner de l'argent. Mais bon, c'est comme ça. Puis il y a des périodes plus faciles que d'autres, entre guillemets. Il y a des périodes où ça bouge pas, on ne sait pas quoi faire. Il y a des périodes où ça bouge beaucoup. Il y a des périodes où, quand on fait un trade, on a plus de probabilité de réussite. Ouais, et puis d'émotion sur ce trade, en se disant, tiens, celui-là, il va fonctionner, de probabilité émotionnelle, quoi. Aujourd'hui, on a une multitude de produits, donc c'est-à-dire des contrats à terme, il y en a depuis longtemps déjà, mais des contrats optionnels, il y en a depuis longtemps, mais ils ont beaucoup évolué, les contrats optionnels, puisque tout à l'heure, Nicolas, tu as parlé des zero day, là, évidemment, ça amène beaucoup de choses. Alors, l'idée qui à la base n'est pas forcément de devenir un pro des options, mais de comprendre comment ça fonctionne et de comprendre leur impact. C'est pour ça que les formations, c'est vrai que c'est aussi important pour ça, c'est de comprendre et de ne pas se poser de questions métaphysiques sur des situations qui sont des situations issues de problèmes techniques, enfin de contraintes techniques, plutôt que de contraintes de conviction, enfin d'idées directionnelles, ou d'idées de conviction, ou d'investissement sérieux, voilà. On le voit sur les marchés US, les volumes maintenant aussi se concentrent en fin de séance, les mouvements parfois sont incroyables en fin de séance, tout ça à cause des options jour, où il y a depuis déjà 20 ans, les marchés options ont explosé aux États-Unis, ça fait très longtemps, ça a commencé en Europe, par l'Europe du Nord, Danemark, l'Allemagne, tout ça, c'est des pays, tous ces pays, les options ont explosé il y a déjà au moins 10-15 ans. En France, c'est récent. Mais on a toujours un retard. Donc, mais c'est un beau produit. C'est un produit. Mais c'est un produit qu'il faut savoir maîtriser. Ça te donne l'impression, et c'est une réalité en même temps, d'avoir un trading intelligent parce que tu peux tout quantifier. Tu peux monitorer tes risques d'une manière incroyable. Après, il ne faut pas péter les plombs, quoi. Moi, ce que j'observe chez les traders amateurs, enfin, que je forme, par exemple, qui commencent à gagner de l'argent, c'est qu'à un moment donné, ils veulent toujours gagner plus, et c'est la cupidité qui leur pousse à prendre des effets de levier inimaginables. De toute façon, c'est ce que je vois, hein, à chaque fois, à la fin, c'est la cupidité. À vouloir aller trop vite. Tu leur dis, mais c'est quoi le nominal de ta position ? Déjà, tu leur as déjà expliqué 100 fois, mais ils oublient. Ils n'ont pas compris la question. Ils veulent le gommer, quoi. Ils te disent, j'ai X contrats. Ouais, mais alors parfois, comme ils font en plus du CFD, pour eux, le contrat, c'est quoi ? C'est 1 euro le point, 10 euros le point. Alors, enfin, mais les gens, ils sont pas capables de te dire, je suis exposé à hauteur d'1 500 000 euros. Ouais, ils savent pas. Et quand tu leur fais calculer, ils te disent, ça fait 1,5 million. Et je dis, t'as combien sur ton compte ? J'ai 80 000 euros. Ouais. D'accord. Et voilà, c'est normal. Enfin, il n'y a pas un problème là. Je sais pas. Et au départ, tu sais, on t'a dit déjà 2 fois la mise. Moi, à un moment donné, j'avais fait un petit dessin, donc c'est vieux déjà tout ça. Et on n'avait pas les vols on mettait des vols de 1 à 8 par exemple. Voilà, des effets de levier de 1 à 8. Alors entre 1 et 3, on mettait du vert. Entre 3 et 5, on mettait de l'orange. Entre 5 et 7, on mettait du rouge vif. Et puis entre 8, enfin je sais plus, entre 7 et 8, tout en haut, on mettait un pendu, un noir, et puis un mec qui était pendu, quoi, pour expliquer. Mais les gens, ils jouaient sur les CFD, au départ, tu te souviens, Nicolas, quand tu leur disais, mais nous, on a demandé à ce qu'ils limitent d'office à 20, mais ils voulaient jouer 200. Mais ils mettaient des leviers astronomiques. Voilà. Mais aujourd'hui, tu as même des courtiers qui proposent du 500. Non, mais tu peux pas gagner, parce que n'importe quoi. Tu as un petit écart, tu sautes tout de suite. Bah oui. Il n'y a pas de relation. Ok, si. Ouais. Le problème, c'est que tu as toujours quelqu'un qui gagne au loto. Donc là, tu joues un effet de levier de 500 sur X personnes, tu en as un qui va être dans le bon sens. Bien sûr. Donc il va gagner. C'est la belle histoire qui va sortir partout et que les gens vont Exactement. vouloir répéter. Ouais, exactement. Voilà. Et ça amène des gogos qui pensent que la bourse, ça marche comme ça. Mais ça reste un métier. C'est vrai que les gens l'oublient. Ça reste un métier qu'il faut apprendre pour pouvoir maîtriser ces risques. Et c'est vrai que toi, Perceval, tu fais des formations options, actions.
Enfin, il y a plein de formations différentes. On part de l'initiation, c'est-à-dire on essaie de montrer aux gens tout le spectre de ce qu'il va falloir apprendre, donc on leur donne quand même du concret, mais on leur dit, voilà, parce qu'ils me disent, mais vous faites une formation avec tout qui vaut une fortune, tiens, l'achetez pas, ça n'a aucun intérêt, c'est pour vous montrer ce que ça peut coûter si vous achetez tout d'un coup, mais vous commencez par l'initiation, si ça match entre nous, vous continuez doucement, etc. Nous, vous savez, on fait cool. Hein. Donc après, il y a les actions, on a une formation action qu'on peut refaire. Hein. De toute façon, l'idée, c'est de vous d'apporter les moyens, l'obligation de moyens et les moyens de comprendre tout ce qu'on nous on a à vous expliquer. Ouais, ça prend du temps en fait. Ça prend du temps. Donc il faut on se devient pas confronter. trader en 2 semaines quoi. Il faut d'abord apprendre, se confronter, recommencer à relire, à apprendre, poser des questions, etc. Donc ça peut mettre des années, oui bien sûr, pourquoi pas. C'est cet accompagnement toi que tu fais aussi. On fait un peu tout. Ouais. Donc action, futur, c'est-à-dire les contrats à terme et les options. Forex, mais bon, ça ressemble au contrat à terme. Hein. Ouais, c'est sûr. Tu peux l'aborder à peu près de la même manière, avec des volatilités sur l'eurodoll qui sont 2 fois inférieures à celles d'un indice action, mais voilà, les principes sont les mêmes. Aujourd'hui, donc la formation, c'est important. Le trading, c'est un vrai métier. Pour ceux qui n'ont pas le temps de faire de la bourse, est-ce que toi, tu as des... Je connais certains de tes produits, parce que tu as beaucoup d'expérience et beaucoup de connaissances. Trade du jour. Voilà, c'est ça, c'est trade du jour. En fait... Alors, nous, on leur dit, il faut quand même que vous... Moi, j'aime pas travailler des gens qui sont totalement naïfs, quoi. Enfin, franchement, il faut comprendre les produits qu'on utilise déjà. Ouais. Faut commencer par ça. Ouais. Moi, parfois, il y a des gens, je leur dis, mais qu'est-ce que vous venez faire là, quoi vous achetez un produit, vous comprenez rien. Enfin, alors, comme moi, je le fais d'une manière très artisanale et je me moque de faire du volume. Moi, mais ce que je gère pour moi, ça me suffit. Aujourd'hui, et depuis longtemps, j'ai toujours eu cette approche un peu spéciale quand même, parce que vous pourrez jamais voir une publicité encore moins, mais quelque chose où je dis venez chez moi pour apprendre, pour gagner de l'argent. Ouais, facilement, de toute façon, c'est pas facile. Non, mais en plus, j'ai jamais dit, j'ai jamais écrit, j'ai toujours dit que c'était compliqué. C'est pour ça que les gens, quand ils m'écoutent sur BFM et tout, disent « Ah, mais Cusack, c'est du trop haut de gamme, c'est trop compliqué, il est trop professionnel. » Voilà. Donc, ils viennent même pas s'emmener chez moi. Ils ont tort, parce qu'on part à la base, donc c'est tant pis pour eux, mais parfois, il y a des gens aussi, quand ils m'appellent, ils me posent des questions, je leur dis « Vous savez, je vais jamais vous rappeler. Mais c'est pas parce que je veux pas bosser avec vous, c'est parce que je veux pas être l'incitateur de votre bêtise, quoi. Parce que si vous pensez que c'est facile et que vous allez gagner de l'argent rapidement... c'est pas le cas. Ouais, ça marche pas comme ça. Quoi. Par contre, on peut le faire bosser, bien quoi. si on bosse. Quoi. En fait, c'est comme tout dans la vie. Si tu bosses, tu peux y arriver. Il faut comprendre le truc qu'on a en face de nous, comment ça bouge, ce à quoi il faut s'attendre, comment l'aborder. Moi, en fait, les méthodes qu'on prend, enfin les méthodes, c'est une méthode d'approche. On va leur dire, on va dire aux gens, nous, on va vous proposer, déjà, on va vous expliquer comment ça marche. Les relations entre les différents produits, etc. Pour pas que vous soyez surpris par des situations qui vont paraître bizarres, mais qui s'expliquent très bien par des contraintes techniques de construction, notamment de marché et d'arbitrage. Mais voilà comment on peut aborder les choses. C'est comment on peut aborder, c'est pas une méthode miracle pour gagner de l'argent. En faisant ça, normalement, il va pas vous arriver trop de problèmes. Et vous allez en fait vous construire un vécu, vous construire une expérience. Et petit à petit, en fonction de votre personnalité, en fonction de votre disponibilité, en fonction de tout plein de choses, vous allez vous allez aller plus comme ci, plus comme ça, peut-être dans le day trading, peut-être dans le swing, ou dans le long terme, l'investissement. Enfin voilà, vous allez évoluer, et puis on gardera peut-être entre vous et moi quelques même dénominateurs communs, c'est-à-dire parce que je vous ai expliqué comment il fallait aborder les choses au départ, mais il est normal que les choses évoluent. Et pourquoi pas, moi je suis ravi, moi j'ai pas mal d'élèves qui sont devenus vraiment traders dans des banques, d'ailleurs ils rigolent quand ils y vont, parce que c'est vrai qu'ils se rendent bien compte qu'en effet, à part les comptes, il n'y a pas grand-chose d'autre. À une époque, c'était différent quand même. Mais, oui, ça a évolué, ça aussi. Voilà, et eux-mêmes ont évolué, et je suis content de les voir travailler différemment. De toute façon, le trading, on pourrait faire un parallèle à l'entrepreneuriat, aux entreprises. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui créent des boîtes, mais la plupart des boîtes ferment au bout de 3 ans. Et il y a quelques-unes qui ferment au bout de 7 ans, et il y en a seulement une minorité qui perdure dans le temps. Donc au final, on voit bien que le trading n'est pas bien différent. C'est pas, c'est pas quelque chose que
dans lequel tout le monde peut réussir, tout le monde peut essayer, mais après il va falloir vraiment travailler, être sérieux pour réussir. Ouais, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui viennent simplement en pensant que voilà, c'est simple, tu appuies sur 3 boutons et puis ça y est, tu vas au bord de la piscine, tu vas gagner de l'argent, mais ça marche malheureusement pas comme ça. Ce qui est sûr, c'est que si tu travailles pas, tu n'y arriveras pas. Exactement. Moi j'ai travaillé les échecs, j'ai réussi à un certain niveau, mais après je me suis dit c'est pas la peine, ça demandera trop de travail. Et le rapport gain-bénéfice ne sera pas là. Donc comme j'avais envie d'avoir quand même une famille et des enfants, j'ai arrêté les échecs pour faire de la bourse. Après, par contre, la bourse, souvent on m'a demandé mais comment tu as réussi, etc. Mais bon, pour moi, c'était... De toute façon, j'étais au bord d'un précipice en permanence. Et pour pas tomber dans le précipice, il fallait que j'avance, quoi. Donc j'ai avancé et j'ai bossé comme un chien. Mais vous ne pouvez même pas imaginer ce que j'ai bossé. Et d'ailleurs, selon toi, qu'est-ce qui permet à un trader de réussir, de survivre et de traverser le temps ? Ben, au départ, le mental est très important pour te construire quelque chose, pour te construire d'expérience, parce que prendre des positions, si t'as pas le mental, ben souvent tu les prends pas, tu les prends mal, et tu les gères pas bien, et puis tu vas pas répéter, tu vas pas chercher, tu vas pas travailler. Donc il faut de la volonté, du mental. Et beaucoup de travail, déjà ça c'est le début. Moi, dans les années, par exemple, quand justement avec le passage électronique et tout, on avait préparé des trucs déjà en amont. Les gens ils croient qu'on se laisse porter, mais pas du tout. Même si ça se voit pas, je peux vous dire qu'à partir de 88, d'ailleurs, j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup aidé dans ce sens-là, avec qui j'ai bossé. C'est comme ça, c'est avec eux que j'ai créé Perceval au départ. C'était des informaticiens et on a créé des systèmes de trading qui étaient basés sur la traduction de mon sentiment par une équation, quoi. Moi, je leur disais, moi, ce que j'ai l'impression, c'est ça. Donc, comment on pourrait le traduire sous une équation quelque part, enfin, soit un programme informatique. D'accord. On a commencé comme ça. Et ça marchait plutôt pas mal. Et voilà. Mais très vite, on a eu une offre de rachat, d'ailleurs, d'une banque. Mais moi, si vous voulez, je disais, ben non, on va s'en servir pour trader, et les autres voulaient s'en servir pour vendre le produit, quoi. Et donc, on s'est séparés à ce moment-là. C'était dommage. Parce que moi, j'ai été peut-être un peu dur. J'aurais dû peut-être y réfléchir à 2 fois, mais j'étais tellement dans le trading d'une manière intensive que ça m'a aveuglé sur certains aspects. D'ailleurs, oui, j'étais un peu excessif, donc quand il s'agit de réfléchir à... Par contre, j'ai aidé plein de gens, comme la création de Boursorama. Ils étaient venus chez moi, les petits jeunes, là, c'était extraordinaire, ces mecs-là. Ils avaient une volonté, enfin, ils avaient une vision incroyable. Mathieu et Legrand. Exactement. Mais pour rebondir sur ce que disait Prince, je veux dire, selon toi, ok, il faut le mental pour perdurer dans le temps, mais mental, travail, en fait, c'est les deux choses, les deux conseils que tu pourrais donner. Après, tu mets en place des méthodes, par exemple, ou des manières d'aborder. Le mot méthode est presque gênant, parce que tout de suite, on pense à méthode miracle. Hein, martingale. Ça n'existe pas. C'est pas ça. Mais, ok, tu as une méthode, ok. Qui sera plus ou moins discrétionnaire, plus ou moins algorithme, tu fais un mélange d'un peu de plein de choses. Voilà, on a besoin de se raccrocher à quelque chose pour prendre des décisions. Bon, voilà. Donc, à un moment donné, tu pourrais considérer que ta méthode, elle fonctionne quand même, elle t'aide. Moi, au départ, les méthodes, c'était des aides à la décision, et les premières méthodes que j'ai créées, c'était pour m'empêcher de faire des conneries. D'accord. C'était pas pour me faire gagner de l'argent. C'est intéressant. Oui, je pense que, tu vois, là, j'y repense, mais les premières choses que j'ai créées, c'était pour m'empêcher de faire des bêtises. Et il y a des gens, ils me disent, ah, ta méthode machin, elle marchait pas bien à l'époque. Mais qu'est-ce que ça marchait ? Elle marchait très bien, elle m'empêchait de faire des conneries. C'était pas pour gagner de l'argent. Ça t'empêchait de tilter, après, c'est là où tu vois que quand tu l'expliques pas suffisamment, ou tu l'as pas répété 3000 fois, ou que la personne est vraiment hermétique, tu peux rien y faire, et voilà. Après, ils raconteront des conneries sur les réseaux, c'est pas possible. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc, ouais, c'est vrai, c'était pour m'empêcher de faire des bêtises, tu vois, les premiers trucs que j'ai créés. Puis après, tu te fais évoluer, etc., etc. Donc, à un moment donné, tu as l'impression déjà d'avoir créé quelque chose qui tient la route. Ok. Et tu dis, par exemple, voilà, à la fin de la journée, ce que je conseillais de faire, ce que je conseille toujours de faire, c'est par exemple la chose suivante. Tu as tradé, ok. Donc, sur ton cahier, tu as écrit tout ce que tu as fait. Tu as gagné ou tu as perdu. Dans les deux cas, tu dois le soir prendre ton graphe, par exemple, de ton contrat. Toi, tu fais du Nasdaq. Tu prends ton Nasdaq et tu dis,
il faut que tu sois objectif, hein. Tu triches pas avec toi-même, Bien ça sûr, sert à bien rien. sûr, bien sûr. Même si beaucoup trichent avec eux-mêmes, hein. Bien sûr. Ils se masquent la Ouais, réalité. ouais. Toi, tu regardes ton graphique et tu te dis, là, ok, mon système me dit d'acheter. Là, il me dit de vendre, là, il me dit ça. Qu'est-ce que j'aurais fait, donc, quel aurait été mon résultat si j'avais fait ce que je devais faire? Ce qui est parfois difficile, parce que quand tu fais ça à la fin de la journée, ça va vite. Et le problème du trader, notamment intraday ou même en swing, mais c'est le temps de la réponse. C'est-à-dire qu'on prend une position, j'attends une réponse, et ça met du temps. Et du coup, pendant ce temps-là, tu gamberges. Et donc, pendant ce temps-là, tu te dis, ah, je vais me barrer, j'en ai marre. Donc, l'idée, c'est de se dire, mais si j'avais suivi jusqu'au bout ma méthode, mon plan, ma façon de faire, qu'est-ce que ça aurait donné? Un certain résultat. Et ensuite, tu compares ce que tu as fait avec ce que tu aurais dû faire. Objectivement. Ouais. Et la divergence mesure quoi? L'inconfort psychologique dans lequel tu te situes. Ton degré de confiance dans ta méthode. Vous voyez? Et le but du jeu, c'est déjà au départ de rapprocher les deux. C'est-à-dire de trouver, d'être assez fort personnellement pour te dire, mince, j'ai quand même mis en place quelque chose qui semble fonctionner. Il faut être abruti pour pas le suivre, quoi. Mais on sait qu'on va diverger. Moi, je le sais parce que je suis trader. Il n'y a que celui qui a jamais tradé qui croit qu'il va faire tout ce qu'il faut faire parfaitement bien tout le temps. C'est pas vrai. Même si c'est ta méthode, même si c'est une méthode miracle, entre guillemets. Non, mais moi, c'est ce que je donne comme ça exemple. gagne jamais 100%, ça marche Et pas. puis, il y a aussi derrière... Ça se passe jamais comme tu veux. Bien sûr. Non, mais puis, tu réagis pas toujours correctement. Mais finalement, pour éviter qu'il y ait une divergence entre finalement ce que tu aurais dû faire et ce que tu as fait, il faut que tu appliques des règles. En fait, il faut que tu te mettes un tas de règles précises. Il faut déjà que tu aies confiance, réellement confiance. On en a parlé la dernière fois. Ce qui m'est arrivé de faire à plusieurs reprises. J'ai des gens qui me disent « Ah, j'aimerais bien travailler avec toi, etc. » J'ai une méthode qui fonctionne. Vous savez ce que je fais? La première chose que je fais? Avec des gens connus, que vous voyez à la télé, partout, etc. Sympathique, attention, fort sympathique. Hein. Je leur ai dit, voilà, j'ai un compte, là, il y a, je sais pas combien, 15 000 euros, 10 000 euros. Tu peux faire ce que tu veux. Ça m'est égal. Tu peux les perdre, je m'en fiche. Et tu me montres ta méthode. Je n'ai, à aujourd'hui, jamais vu quelqu'un faire quelque chose de positif. Ah ouais. Soit c'était avant de nous rencontrer. Mauvais, soit le gars, il faisait pas. Alors, le dernier, il me dit, j'y arrive pas, j'arrive pas à trader. Et je lui répondais, parce qu'en fait, ta méthode n'est pas bonne. Mais si elle est bonne, ma méthode. J'ai dit, écoute, tu as fini par t'en convaincre parce que tu la proposes et tu la vends. Ok. Mais ton inconscient sait que ça marche pas. Donc, il t'empêche de le faire. Parce que je lui dis, sinon, je lui dis, écoute, t'as 10 000 euros. Tu peux les perdre. Je demande que ça, moi, que tu me montres que ça marche. Et après, je lui dis, toi, ta méthode, en fait, ton problème, c'est pas le côté technique pur, peut-être, qui pêche. C'est la praticabilité pour un humain. Ah oui. Souvent, ça va être... Moi, ce que je vois, c'est pour ça que je suis revenu à des choses simples, c'est le temps d'interprétation d'une indication, d'un signal. Le temps d'interprétation pour prendre une décision, où quand tu te dis, bah, j'y vais, c'est déjà parti. Quoi, tu vois, par exemple, si c'est trop long. Donc, pour un trader, c'est très important. Donc, prendre des décisions rapides, basées sur un système qui te permet de prendre une décision rapide. Enfin, après, l'histoire de la réponse à ce que j'ai fait est très perturbant. Et ça, je pense qu'en fonction de ton âge, en fonction aussi de ton expérience, et puis de ton profil aussi. Ouais, ton profil, de comment tu es, quoi. Enfin, t'es en forme, t'es pas en forme, t'es fatigué, t'es pas fatigué, tu supportes pas l'attente. Alors, je parle même pas du stress. Mais à la limite, les gens, la perte, ils la supportent plus facilement parce que ils ont un but, c'est de récupérer leur pognon. Tandis que quand ils gagnent, ils n'ont pas de but. S'ils ont gagné, mais combien je dois gagner? Où est-ce que ça va? Donc, si tu ne suis pas une méthode, bah, tu ne vendras jamais au plus haut. En tout cas, tu ne vendras jamais après le plus haut. Puisque tu vas chercher à vendre au plus haut. Et le secret, c'est de vendre après le plus haut. Donc, de suivre un indicateur, un truc qui va te faire ne pas vendre quand ça monte.
Donc, comme j'en reviens à tout à l'heure, j'invente un système pour m'empêcher de faire une connerie. Y compris, j'ai une bonne position que je laisse porter et je vends pour prendre mon bénéfice. Et c'est une bêtise puisque ça continue de monter. Et mon système, si je m'étais créé un système qui me dit ne vends pas, ne vends pas, ne vends pas, ne vends pas, c'est pas un système qui me fait rentrer, c'est un système qui m'empêche de sortir trop vite. Par exemple, parmi les systèmes que vous pouvez imaginer. Donc moi, c'est vrai que dans mon trading, parfois je suis un petit peu couillon, hein, je suis un peu borné, mais comme par exemple sur GenFit, j'ai payé 3, 4 à 5, j'ai pas bougé. Moi, comme sur l'option, la première option Lafarge, j'ai payé 4, j'ai vendu à 77, j'ai pas... Et c'est tes systèmes que tu as mis en place? Non, ça, ce n'est pas les systèmes, j'ai une idée, je m'y tiens. D'accord. Ça, je pense, c'est une qualité personnelle que tu travailles aussi, hein, bien évidemment. Mais oui, ça fait partie de mes qualités. J'ai essayé de courir vite, j'ai pas réussi, j'ai arrêté. J'ai pas essayé d'être champion du monde. Mais ça, c'est plus des positions long terme. Après, pour de l'intraday, c'est encore différent. Et puis, je pense que tout le monde... l'intraday, quand tu vois les écarts qu'il y a à l'intraday, parfois... Non, mais je pense que tout le monde, en fait, il y a ça aussi qui est intéressant, c'est que tout le monde n'est pas fait pour faire de l'intraday. Ah non, mais bien sûr, c'est pour ça que... Ça demande des facultés pour être capable de prendre des décisions rapidement. Pour faire... moi, je suis pas fait pour faire de la natation de haut niveau, je suis pas fait... D'ailleurs, je suis pas fait pour faire... Je suis pas sûr de ça. Parce que comme tu sais travailler... La brasse coulée, en bourse, on coule souvent ça. Non, mais de toute façon, on n'est pas fait pour faire à haut niveau beaucoup de choses, hein, c'est normal. Hein. Et comment tu vois les 10 prochaines années en trading? Ça sera notre dernière question. Ah, t'as repris ce qu'on disait tout à l'heure. La période 64-74 ans, pour moi... On a dit qu'on donnait pas les âges. Bon, ça ne me dérange pas. Hein. J'ai 64 ans, voilà, je vous le dis. Et... Voilà, 4 enfants et 9 petits-enfants. Donc, une belle petite famille. À Noël, tu t'ennuies pas? Il n'y a pas qu'à Noël que je m'ennuie pas. Surtout pendant les vacances. Et je leur ai mis un peu d'argent sur leur compte. Je leur ai ouvert un compte chez Bourse Direct, parce que c'est quand même un courtier historique. Tu leur as mis des ETF ou pas? Je leur ai mis un peu de sous. Du GenFit. Et je gère leur compte, pépère, peinard. Et rendez-vous dans 20 ans, je leur ai dit. Enfin, il y en a qui ont entendu parce qu'ils ont 12 ans. Mais le dernier qui a 1 an, il s'en fout un peu. Ils s'en foutent tous d'ailleurs. Mais bon, voilà, rendez-vous dans 20 ans, quand ils auront 20 ans. Et je leur achète que des valeurs costauds. Mais ça a bien marché, là. Ça a déjà bien marché. Non, mais moi, ce que je vais continuer à faire, c'est ce que j'ai toujours fait. Hein, c'est-à-dire, je partage ma passion, déjà. Parce que la radio, c'est ça. Alors, j'en vois des trucs, parfois, ils sont payés, oui, ils payent pour passer. Non, on n'est ni payé, ni on paye. On a quelque chose à dire, ça plaît. Ils ont des messages positifs, ils savent bien que que les gens grognent plus qu'ils félicitent. Donc, s'il y a plus de positifs, c'est que vraiment, c'est fantastique. C'est que ça passe bien. Et ça a toujours été comme ça. Moi, je fais BFM depuis longtemps. Cette année, je leur ai dit que je voulais ralentir. Donc Pierre Brunet, il me dit on arrête le match des traders, et je dis bon, ok. Ça existe depuis le début. Au début, ça s'appelait Un coup d'avance avec Jean-Luc Cussac, l'émission. Puis comme ça marchait très fort, on faisait le maximum d'audimat, ils ont mis un caméra en face pour amener du monde, pour amener aussi la pub du broker qui se mettait en face. Et puis voilà, ça a évolué avec le temps, c'est resté toujours là. Et j'ai souhaité arrêter, en tout cas freiner. Et puis, donc, il me dit, c'est arrêté, donc on va, si tu veux bien, passer un peu l'après-midi. Alors, j'ai dit une fois par semaine, ou deux. Bon, je passe une fois ou deux, puis comme je suis pas méchant, au contraire, enfin, je suis un peu pomme, quelque part. Quand ils m'appellent, genre, oui, on a un trou, tu peux nous faire un truc. Bon, je le fais. Je leur rends service. Aujourd'hui, on te retrouve aussi... On n'est pas payé, hein, on n'est pas payé et on paye pas, voilà, sachez-le. Ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, on te retrouve aussi sur Trade ou pas Trade. C'est une émission de Société Générale Bourse. On rigole bien, vraiment très sympa. Ouais. Léa et Jézécal est super sympa. Ouais. Thibaut Renaud aussi. Tu l'as fait avec nous une fois. Ouais, tout à fait. J'ai beaucoup aimé le plateau. On te retrouve où sur Bismart? Alors, à toutes les échéances, je fais Bismart avec Grégoire Favé, qui a été précédemment sur BFM, qui ensuite a rejoint Bismart, qui a été créé par... comment il s'appelle? Voilà. Je connais que lui. Mais j'ai des trous avec les noms, pas avec les chiffres. T'as la mémoire à long terme, mais... Non, c'est les noms. C'est des placements à long terme. Ça va me revenir, parce que là, je sais pas... Et est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre? Est-ce qu'il y a des choses comme ça, ou tu es toujours tout au cahier?
Au cahier. Moi, les réseaux Si te- regarde, Est-ce que tu communiques quelque part? Comment est-ce qu'on peut te suivre aujourd'hui? Donc c'est ces 3 émissions qu'on a citées. je communique pas, moi. Twitter, j'y allais très peu. Enfin, là, ça fait 3-4 jours. J'y vais pas, c'est pas naturel. Ouais. J'ai pas le temps. Regarde, j'arrête pas. Moi, je traite tout le temps. Après, je suis ici. Tout à l'heure, j'ai un truc. C'est vrai que pour. Et là, j'ai mon PC qui sonne. Si jamais là, tu m'as empêché qu'il sonne. Là, Ouais, c'est vrai que depuis le début de l'émission, Jean-Louis est arrivé, il a posé son ordinateur, il commence à passer des ordres, on dit oh, on est fin de soirée autour d'un verre et on raconte nos histoires, mais voilà. Ouais. Donc, Perceval Finance déjà, on peut se retrouver là-dessus. donc les 10 prochaines années vont bien se passer. Voilà, Ouais. je vais gérer le compte de mes petits enfants. Non, mais je vais Voilà. continuer à gérer mes affaires tranquillement, partager ma passion, faire un petit peu de formation. J'espère passer un accord avec une autre société, avec un mec qui a priori est plus commercial que moi, parce que moi c'est pas mon style, C'est pas ton fort. c'est pas mon fort. Donc je sais pas si ça devrait bien se passer. J'espère. T'es au courant, non? Ouais, ça me parle. Ça te parle? On va voir. Ensuite, je vais continuer le trade du jour, parce que Donc en fait, trade du jour, c'est c'est des recos. c'est des recos sur quoi? Donc tu as S&P, donc ceux qui font Alors, les propres firmes, tout ça, ils ont du S&P 500, ça leur donne un avantage par exemple. On fait du SP, on fait Tu fais du DAX, du DAX, CAC, DAX, S&P, Forex, euro-dollar euro-dollar et action. et actions. Voilà. Ok. Et là, ces derniers temps, moi je trouve que ça se passe très bien. J'ai eu le. Après, est-ce que les gens comprennent ce qu'on écrit? Pas toujours, je pense que oui, mais j'ai aucun désabonnement. On n'en a pas beaucoup parce que personne. C'est vraiment très confidentiel. Moi j'ai eu le loisir de voir l'écran de Jean-Louis de temps en temps, c'est plutôt sympa. Ouais, Effectivement. donc, mais ça reste confidentiel parce que je cherche pas à le faire connaître. Voilà. C'est juste De pour toute façon, les gens. formations, on n'en fait presque plus non plus. Mais j'ai beaucoup bossé là sur la formation option. J'ai revu beaucoup de choses. On commence aussi donc à parler des 0D. Enfin, j'ai prévu de ce que j'allais faire aussi sur expliquer comment le SP ça fonctionne, parce que les gens ils savent pas trop les règles du jeu aussi au départ. Tout à fait. C'est important. Les pièges. En fait, l'expérience te permet de comprendre tous les pièges qu'il peut y avoir sur les marchés, notamment sur ces pièges un peu de contraintes, de techniques. D'ailleurs, j'ai une question à ce échéances. sujet. Ça fait plus de 40 ans maintenant que tu es dans la bourse. À quel moment tu t'es dit, ça y est, là maintenant j'ai de l'expérience, je sens que je connais mon sujet? Tu vois, est-ce que c'était genre au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans? C'est un long voyage, on apprend tout le temps. Mais il y a un moment dans ta vie, dans ton expérience, où tu te dis, là ça y est quand même. Tout à l'heure, je t'ai demandé depuis combien de temps tu faisais du trading. Tu m'as Ouais. dit 10 ans. Ouais, Je dis, c'est le moment où tu crois savoir et que tu sais pas encore beaucoup de choses. d'accord. Donc peut-être que je me suis dit ça dans les années, 90, c'est possible. Mais avec le temps, tu te dis, ah ouais, mais même à l'époque, par rapport à ce qu'il y avait, je me dis, bien sûr que je sais pas mal de choses, parce que j'ai beaucoup travaillé même sur il y a moins qu'avant, peut-être sur des formations, mais avec des associations, notamment la première que j'avais fait sur les options, par exemple. C'est un copain qui l'avait organisé. Et c'est là où, à l'époque, il avait fait une formation option qui m'avait apporté beaucoup de choses, bien sûr. Et c'est à partir de là que les élèves de Polytechnique sont venus sur la finance. D'accord. Donc c'est une formation, il y avait beaucoup de polytechniciens, beaucoup de grandes écoles, d'ingénieurs assez haut niveau. Mais c'était pas pour le trading, c'était pour comprendre le fonctionnement et le contrôle du risque, etc. Donc c'est vrai qu'après ça, tu te dis aussi, je comprends les options, mais en fait, tu comprends pas, loin d'être... Et puis, le trading, c'est différent. Pour comprendre, il faut pratiquer, en fait. Ouais, il faut pratiquer. Ouais, Et puis, c'est ça qui change le tout. problème, c'est que c'était une époque où on découvrait les impacts. Ouais. À un moment donné, quand ils ont créé le futur, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce... qu'est-ce que c'est Toi, que tu l'as vu se créer, quoi. Ben oui. Le premier jour, ils ont tous gagné. Alors, sur le pitch, je me souviens, on rigolait bien parce qu'ils avaient tous gagné. Et le lendemain, ils ont tous perdu. Et moi, les 2 premiers jours, j'ai rien fait, j'ai regardé. Je me souviens bien, ouais. C'était drôle. Et c'était vraiment sportif, hein. C'était sur le pit. Et quand je pense à tout ça... Et un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas d'autre truc, hein. Que ce bordel. Pourquoi le marché il évolue comme ça? Parce qu'on sentait qu'il évoluait pas comme avant, quoi. Ouais.
Et c'était le début de l'impact des dérivés. Quoi, tous les dérivés sur les actions. Et c'est vrai que ça a changé l'évolution des marchés. Et après, c'est vrai qu'à partir des années 2000, ça les a rendus de plus en plus volatiles. Ouais. Parce qu'en fait, notamment les options, mais ce sont des amplificateurs de tendance, puisque la gestion du gamma, par exemple, et donc du delta des options, de toutes ces mesures de sensibilité, tout le hedging qui va autour de ça, ça monte, donc l'algo achète, et ça baisse l'algo vend. Et comme l'algo vend, ça baisse, et comme ça baisse, l'algo vend, jusqu'au moment où... Les effets cascades. Ouais, et puis après, il y a une sensibilité qui se neutralise, mais l'intérêt, c'est que quand ils achètent, c'est pas parce qu'ils pensent que ça va monter. C'est ça qui est la grosse différence. C'est, en général, quand tu achètes, c'est parce que tu penses que ça va monter, tandis que l'algo, lui, il achète parce que ça monte. C'est différent. Donc quand tu commences à comprendre ça, ta vision des choses change, et tu le comprends pas tout de suite. Et puis surtout, tu te rends pas compte, au départ l'impact est léger, puis il est de plus en plus important, puis de plus en plus important. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ça bouge comme ça maintenant? Mais encore une fois, c'est dans la longueur. Ouais, c'est progressif. Donc quand t'as vécu ça, en partant de ce qu'il y avait avant, du début chaotique, avec le crack évidemment au départ, mais il y avait très peu d'options au départ, et la montée en puissance des dérivés, tu prends conscience, c'est-à-dire que tu comprends mieux les choses. Alors, je pense que ça fait pas de moi un grand trader. D'ailleurs, je n'ai aucune prétention là-dessus. Par contre, ma prétention, c'est de savoir de quoi je parle, parce que d'avoir vécu, j'ai rien inventé, mais d'avoir vécu ce passage de la préhistoire à la haute technologie avec les deux mains dedans, et parfois la tête sous l'eau, t'apprends vite. Hein. Ouais. D'ailleurs, une question, t'as pas écrit un bouquin? Alors, j'ai pas écrit de bouquin, parce que j'en ai écrit 3 techniques, 3 ou 4, mais j'ai pas écrit de bouquin. Comme là, à la limite, je pourrais raconter ma vie. Est-ce que ça a de l'intérêt? Je sais pas, mais je pourrais raconter des anecdotes plus différentes. Mais parce que je me suis toujours dit que j'ai tellement vécu d'émotions que je me sens pas capable de la traduire en écrivant, quoi. Alors, il y en a qui m'ont dit, écoute, moi, je veux bien écrire pour toi. Des mecs qui écrivent bien, tu vois. Pas romancer, mais... essayer de traduire l'émotion. Traduire ce sentiment. Est-ce que je serais capable de le faire? Je me sens pas de le faire. Puis je te dis, je suis trop dans le trading, quoi. Donc j'ai même pas le temps d'écrire. Mais c'est ce qu'on aime chez toi, hein, c'est que voilà, t'es vraiment sur les marchés. Je suis excessif. Donc dans le trading, c'est vrai, je suis excessif. Donc je suis fatigué au bout d'un moment. Mais là, chose qui m'arrivait pas avant, par exemple. Tu vois. Tu me disais, t'es excessif tout à l'heure. On en parlait en off. En fait, tes journées de trading, ça ressemble à quoi? Je veux dire, tu commences à quelle heure? Tu finis à quelle heure? Aujourd'hui. Comment tu trades? Ouais, aujourd'hui. Aujourd'hui, hier, par exemple. Je me lève à 7h. Ouais. Je prends mon café. Le café, tu prends le temps de prendre ton café, ou tu allumes déjà les écrans et tu prends le café devant les écrans? Je me lève, je passe devant la machine à café, j'appuie sur le bouton et ensuite je lance mes écrans. Non, les ordis sont allumés en permanence. Ouais, d'accord. Il y a juste, ils sont même pas en veille, ils sont actifs, donc il y a juste les écrans, j'appuie sur un bouton, j'allume et j'ai éteint 14 écrans par exemple. Est-ce que tu te lèves dans la nuit? Oui, ça m'arrive. Pour aller pisser. Et en passant... Donc tu as 14 écrans? Ah ben ça dépend où je suis, mais... non mais chez toi, mais j'en ai eu jusqu'à plus, oui. Là chez moi maintenant j'ai diminué, parce que dans le salon ça prend quand même pas mal de place, donc j'en ai 11. 11 écrans. Et donc le matin, 7h, donc, café... Café, je prends et je regarde les écrans. D'accord. Donc dès le réveil. J'envoie tout, c'est-à-dire que je prépare tout, j'envoie tout, je passe mes ordres, je regarde ce qui a été fait durant la nuit, parce que je passe des limites parfois, donc sur le SPI notamment, donc évidemment. Donc je regarde mes limites, j'ajuste, je passe des ordres, machin, etc. Je prépare mes stratégies. À 8h, j'envoie tout. Et là, entre 8h10 et 8h30, je peux aller à la douche, mais quand à la tu salle dis de bain. j'envoie tout, ça veut dire que t'envoies des ordres, en fait? Ah oui, j'envoie plein. Ah mais moi, je prépare plein de trucs, oui. Là, j'ai des ordres en cours. Je pense que s'il y avait eu le son, vous auriez entendu ordre exécuté. Quand il est arrivé, on avait déjà plein d'alertes. Ça, c'est une alerte. Mais il y aura eu des ordres exécutés, c'est sûr. Puisque déjà, comme tout à l'heure, j'ai vendu un huitième de Genfit de ma position. Un huitième de ma position. Je me suis dit, si jamais il se passe quelque chose et
que je n'ai pas vendu un tout petit peu, ça va m'énerver. Ouais. Enfin, c'est plus de l'émotion. Alors j'en mets un huitième. Et puis, Donc en fait, 8 heures, tout vendu, machin. Ensuite, tu vas te préparer. non, tout est... Pas vendu, enfin exécuté. non, mais tout est préparé. D'accord, préparé. J'ai envoyé le trade du jour. J'ai aussi des gros clients qui reçoivent des mails. Mais ça, je n'en fais pas beaucoup. J'envoie aussi à quelques journalistes qui m'ont demandé. Et puis après, là, je fais un petit break, entre guillemets, où je regarde les news, les machins, les dernières infos. Et puis après, je reprends donc vers 8h30. Et 8h30, 9h, je lis tout ce que je peux lire, les dernières nouvelles, les infos. Je me suis installé un tapis de marche juste à côté de mes écrans, donc j'essaie de marcher un peu pour me dégourdir parce que sinon d'être toute la journée assis, c'est pas bon. J'essaie de marcher un peu. Et puis après, la séance commence. Et à 9h, tu fais l'open ? Ah bah oui. Ouais, D'ailleurs, tu loupes souvent, pas l'open. c'est souvent moi le premier cours côté. C'est vrai, hein. Ou le dernier cours, ça m'arrive souvent. Hein. Alors pas tout le temps, mais ça m'arrive souvent. C'est pas une gloriole, hein, c'est drôle parce que je suis là, quoi, voilà, je me place. De toute façon, déjà, tu regardes par exemple la préouverture. Sur le futur, tu regardes les CFD, tout le monde regarde qui, le matin, avant que ça cote. Bon, c'est qui donne les prix correctement? C'est IG. Ouais. Bon, ok. Moi, je regarde IG, il propose une fourchette. Moi, je regarde si je suis d'accord avec ce que je pense. Il peut y avoir des problèmes de dividendes. En fait, il y en a eu à une époque, mais ils sont de plus en plus, évidemment, malins. Les arbitres attentifs. Les arbitragistes qui peuvent se tromper. Mais toi, tu fais de l'arbitrage entre le futur et IG, oui, bien sûr, oui. Ouais. Oui. Donc, je peux taper IG ou je peux taper ou préparer sur le marché. Alors déjà, je me dis, moi, ça va ouvrir là. Donc, quoi qu'il arrive, à 20 points de plus, ou 15, 20 points, ou 10, ça dépend des moments, je suis placé à l'achat, à la vente, quoi qu'il arrive. Ah bon ? Des fois qu'il y a un truc comme ça. À une époque, je vous promets, à une époque, au moins 3-4 fois par semaine, je faisais des écarts en une seconde. Mon record, bon ça c'est une fois, 100 points. 100 points par lot, j'en avais fait 10. 1000 points. C'était énorme. Je vous promets, c'était un peu un marché qui était sous tension. Il a ouvert, tout en haut, il a perdu 100 points en ligne droite. C'était une histoire de dingue. Et j'avais fait son record, ça, 100 points. Ouf. C'est un peu chaud quand même comme stratégie. C'est rare. Ah non, je le fais direct. Ah, je le fais tout le temps. Ah ouais. C'est pas une stratégie. Tu connais le prix d'ouverture, tu dois le connaître. Oui. Par exemple, quand LVMH, imaginons à l'époque des résultats, et LVMH va ouvrir à 10% de hausse. Moi, je vais regarder la pondération. Par exemple, si elle a 11%, 10%, 1,1% d'impact sur le CAC 40. Je calcule 1,1 ou plus 0,8 ou plus 0,7. Je me dis, elle va ouvrir. Déjà, ça va permettre d'ouvrir au moins là. Mais tu sais, ils ne se trompent pas non plus. À ce moment-là, ils le savent, ils ne sont pas débiles. Mais bon, moi, je fais mes calculs. Après, j'ai un calcul de tendance. Sentiment. Ça va plutôt vers la hausse ou vers la baisse. Donc, je vais avoir tendance, si tu veux, à monter un peu mes achats et puis à repousser un peu les ventes, toi, par exemple. Mais je me place et parfois, ça m'arrive, tac, je suis fait. Mais c'est vrai que depuis quelques années, quelques mois maintenant... ça t'arrive mieux. Il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. Parfois, l'ouverture, maintenant, ça met même 20 secondes pour arriver. Ouais. C'est une sorte de dingue. Donc, voilà. Donc, je commence où, en effet, je fais l'ouverture à 9h. Je suis placé sur des actions, etc. Ensuite, à 17h35, c'est la close. J'arrête toute relation avec mon forum, par exemple, ou le trade du jour, j'ai fait un point de clôture que j'avais préparé. J'envoie tout et j'arrête. Je vais faire un tour dehors, je me balade. Et je reprends derrière les écrans, ensuite, pendant le dîner, je mange, je regarde la télé, mais j'ai toujours mes écrans derrière moi. Donc je travaille jusqu'à 22h, je passe des ordres. Là, après 22h, je fais un temps mort, et je reprends à passer éventuellement des trucs sur l'SP entre 23h jusqu'à minuit. Et quand ça ouvre à minuit le dimanche, je suis derrière. Et dans l'histoire, tu me dis, donc tu as 64 ans, tu me dis, tu m'as pas connu quand j'avais 20 ans, parce que là, je me suis calmé. Oui, il se calme, là, on est tranquille. Il s'est calmé. Oui, parce que maintenant, je dors. Tandis que quand j'avais 30 ans, en fait, je sortais jusqu'à 5h du matin. Parfois, il y a une époque, on était tellement... Il fallait qu'on vive un monde parallèle la nuit, quoi. Ouais. Enfin, donc on sortait énormément avec des potes et tout ça. Et par exemple, des vraies anecdotes, toi, tu peux pas l'inventer. Quand moi, je rentrais chez moi, ça allait.
Lui, il rentrait chez lui, il disait merde, il est 5h30 du matin, c'est galère. Donc à 5h30 du matin, tu sais ce qu'il faisait? Il avait les clés, il allait au bureau, chez l'agent de change ou chez le broker, enfin, il avait les clés, il rentrait et il dormait, alors, il s'allongeait sous le bureau. Et il se faisait réveiller par la femme de ménage qui lui foutait un coup de. Alors après, elle faisait attention, mais un coup d'aspirateur dans les coudes, tu vois. Ça, c'est du vécu, ça, tu vois. Parce qu'il me l'a raconté, il m'a dit oh, hier. Je me suis fait réveiller à 6h, oh là là, elle m'a foutu un coup de... Maintenant, elle le sait, c'était drôle, c'est drôle. Mais on sortait beau, parce qu'on avait besoin de vivre autre chose. On a besoin de bosser tout le temps, en fait. Alors, certains prenaient de la drogue, j'imagine, des choses comme ça. Souvent, à l'époque, les marchés finissaient plus tôt aussi, donc on se donnait rendez-vous, au café là, à Odéon, commençait tous les potes, on se retrouvait ici, et puis voilà, et on finissait à 5h... Et donc on repartait au boulot à 7h, mais ça posait pas de problème. Des machines, vous étiez des machines. Non, mais, toujours, hein. Je sais pas si tu as regardé, mais c'est toujours une machine. Ouais, je vois. Moi, jusqu'à là, il y a un grand virage, je pense, dans la vie, au niveau fatigue et tout, c'est 47-53, j'ai toujours dit ça comme ça. Mais moi, je suis toujours sorti, mes enfants, ils m'ont toujours vu sortir jusqu'à 2h, 3h du matin. Non, ils t'ont pas vu rentrer. Avant 2-3h du matin. Ils m'entendaient rentrer. Ma fille me dit, papa, c'est vrai que tu sortais beaucoup avec maman, vous sortiez, tout ça. Moi, j'avais besoin il fallait faire vraiment mentalement. Jean-Louis, je te remercie beaucoup. Merci infiniment. Parce c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à raconter. Si tu acceptes, on te réinvitera. Mais je sais, c'est pour ça que je te propose d'être 2 épisodes supplémentaires. Non, mais le problème, c'est qu'il faut repartir au début. Et oui, c'est ça. Non, on fera certainement une interview si tu es d'accord. En tout cas, on te remercie beaucoup d'être venu. Ouais, c'était sympa. Merci. On a passé un très très bon moment avec toi. Et puis, j'espère que vous aussi. Et puis, on se retrouve très bientôt déjà sur Perceval Finance. Et puis, sur les Insiders pour d'autres interviews avec beaucoup de. Merci, avec grand plaisir. Et bonne continuation. Merci. Merci.